Bonjour à toutes, bienvenue sur ce nouveau webinaire Culture RH. Je vous invite à vous manifester dans le chat quand vous êtes bien connectés comme ça. Pour nous, ce sera le feu vert, la confirmation que tout fonctionne. Je veux un premier bonjour. Bonjour Gaëlle, Geneviève, Anne-Marie, bonjour Catherine, Céline, on a du monde. Bienvenue. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je vous avais dit en début de mois que le mois de novembre était intense. On a plein de sujets et aujourd'hui, je suis ravie parce qu'on a un nouvel acteur parmi nous. Alors, nouvelle par rapport à nous, Culture RH, puisque c'est la première fois qu'on a Swile chez nous et j'en suis d'autant plus ravie parce que je suis une fan de leur média The Daily Swile. Voilà, ça c'est dit, c'est lâché. Donc ravie de les avoir avec nous. Avant de vous inviter à vous présenter Thibaut et Rachel, juste petit rappel pour tout le monde. On est là pour passer la prochaine heure ensemble. Comme je vous le dis à chaque fois, sentez-vous à l'aise de réagir, de poser vos questions. Moi, je me ferai votre relais auprès de Rachel et Thibaut. Et puis voilà, aujourd'hui, on va parler rémunération, mais on vous donnera un peu plus de contexte et on vous briefera juste après. Rachel, je te donne le micro. Tu nous dis un petit peu qui tu es, ce que tu fais de beau. Et puis après, tu passeras le relais à Thibaut. C'est parti. Merci Anaïs. Bonjour à tous. Alors, Rachel Brochoir, je travaille chez Swile depuis maintenant 3 ans en qualité de directrice des relations sociales, donc en charge du dialogue social, mais je suis également en charge du service paie et de l'administration. Peut-être quelques mots sur Swile. Swile, c'est le leader des avantages salariés qui se développe également avec les frais professionnels, avec une super appli de paiement qui regroupe l'ensemble des avantages salariés et de l'expérience utilisateur. Soit c'est également 1000 collaborateurs qui se répartissent côté Brésil et côté France. Et en France, on a 3 sites, Paris, Montpellier et Balma. Rien que ça. Rien que ça. Eh oui. Et donc moi, Thibaut Grandjacques, donc je suis Head of People Enablement depuis maintenant 4 ans chez Swile. People Enablement, c'est une petite équipe qui s'occupe des outils RH, de la data et du reporting RH et de tout ce qui est politique de rémunération et autres avantages. Et c'est d'ailleurs en cette qualité que je vais animer ce webinaire avec Rachel. Parfait, super. Tu nous mets dans le vif du sujet tout de suite ? Allez, tout de suite. Peut-être avant de rentrer dans l'intro, on va vous parler aujourd'hui de package salarial et de rémunération. Mais on est avec Rachel des RH. Donc, bien entendu, on va essayer de vous faire une présentation assez généraliste qui permet de vous donner quelques astuces, quelques billes pour construire une bonne politique d'avantages. Mais on ne pourra pas s'empêcher d'agrémenter, d'illustrer aussi ces avantages-là par l'expérience qu'on a chez Swile en tant que RH. Qu'est-ce qu'on a pu aussi mettre en place chez Swile. Donc voilà, parfait. la C'est ce qu'on veut. Ça la rendra concrète et ça permettra de vous donner aussi quelques exemples qu'on a chez nous. C'est encore mieux. Parfait. Avant de rentrer dans les avantages en tant que tels, pourquoi on vous parle aujourd'hui de package salarial ? Déjà, on a un contexte compliqué pour augmenter les salaires. Vous le savez, l'inflation prévue l'année prochaine, selon l'INSEE, c'est aux alentours de 1,6%. L'inflation, c'est un critère très fort pour mesurer, entre guillemets, nos budgets d'augmentation. En parallèle, on a une incertitude politique et économique qui fait qu'en tant qu'entreprise, en tant qu'employeur, ce n'est pas évident de se projeter à moyen terme. Donc, on est plutôt prudent sur les budgets, notamment d'augmentation. Et donc, on a une nécessité d'être créatif. On est en fin d'année. On est en train de travailler sur les budgets. On est en train de travailler avec le CSE sur des négociations annuelles obligatoires. C'est des enjeux d'actualité. Et donc, il y a une nécessité d'être assez créatif pour finalement attirer, recruter. Et je laisse la main à Rachel sur la partie collaborateur. Oui, Thibaut, effectivement, en parallèle de ce contexte, les collaborateurs expriment des attentes nouvelles, plus fortes, plus structurées, même si les résultats, les sondages montrent que le salaire reste la première source d'engagement.
on observe une importance croissante accordée aux avantages salariés qui répondent à plusieurs attentes clés comme le pouvoir d'achat, la flexibilité, l'équilibre de vie du collaborateur. Si on prend un chiffre, là, on vous a calé un chiffre de 80%, mais si on le retraduit, voilà, 80%, donc si on reproduit, c'est pour 8 collaborateurs sur 10, les avantages RH ne sont pas qu'un bonus, mais c'est vraiment un plus au quotidien. Donc, ça confirme bien que les avantages jouent un rôle central dans l'expérience employée, mais surtout, côté entreprise, c'est un véritable enjeu de pouvoir attirer, fidéliser, mais c'est également un enjeu de performance et d'engagement collectif. Nous vous proposons avec Thibaut au cours de ce webinaire 3 parties. Une première partie pour vous présenter l'expérience globale qui dépasse, comme vous allez le voir, le seul point de la rémunération. Et puis ensuite, une deuxième partie avec une vision à 360 de ce qui va vous présenter en fait, ce que vous allez pouvoir permettre d'actionner pour pouvoir faire un choix d'entreprise en fonction de votre stratégie. Et puis, quand on parle de stratégie RH, c'est la troisième partie qu'on souhaite vous présenter, c'est comment la co-construire, la partager. Voilà. Donc, peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, Anaïs. Oui, on aimerait bien avoir un peu, prendre un peu la température sur comment vous-même vous percevez ce sujet. Alors, on va vous proposer un petit sondage. Je vais l'afficher tout de suite, comme ça vous pouvez d'ores et déjà voter. Selon vous, quel est le pourcentage que représentent les avantages dans le package global d'un salarié? Voilà, 20%, 30%, 40% ou 50%. Voilà, on est assez curieux de voir quelle est votre perception. Et je vois déjà une tendance qui se dessine. Je pense que vous devez le voir aussi si vous cliquez sur l'onglet Polls. On voit qu'a priori, on a le 30% qui prend de l'avance là déjà sur le total des votes. On attend quelques secondes parce qu'on a un peu plus de la moitié de l'audience qui a voté, mais bon, ça a l'air de se confirmer. On a 50% de personnes qui votent pour le 30%. Juste derrière, on a le 20% et le 40% un peu plus loin. Puis alors, le 50%, il est très loin. Très loin derrière. Ça vous surprend ce résultat ou pas, tous les deux? Non, je pense que c'est assez en fait. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une vraie conscience au niveau de cette audience que les avantages ont une part significative dans le package salarial. De notre côté, alors on n'a pas de données marché, on n'a pas réussi à en trouver de données marché au niveau national. En revanche, on a fait le travail en interne pour justement essayer de mesurer le poids des avantages dans le cadre de notre package salarial. Alors, peut-être qu'on est sur une fourchette haute chez Swile parce que, en tant que leader sur les avantages salariés, c'était important pour nous d'être exemplaire et de pouvoir proposer un certain nombre d'avantages. Donc, on a peut-être 40%, c'est peut-être élevé, mais dans tous les cas, ça reste une part significative du package et on ne peut pas l'ignorer. Dans une stratégie RH, c'est très important de travailler ces avantages. Et d'autant plus important qu'on a mené une étude en 2024 qui montre finalement le lien entre le nombre d'avantages que vous pouvez mettre en place et la satisfaction au travail des salariés. On voit que plus on en met en place, plus les salariés sont satisfaits de leur quotidien. Et donc, bien entendu, un salarié satisfait, c'est un salarié aussi engagé, performant, etc. Donc, il y a bien entendu un intérêt aussi de l'entreprise à les rendre heureux et à les rendre performants. Alors, attention, ce qu'on dit là, ce n'est pas d'accumuler tous les avantages qui existent sur le marché. Il y a toujours un enjeu entre l'équilibre financier et les besoins des collaborateurs. Donc, il faut trouver le bon mix d'avantages. Et c'est ce qu'on vous propose avec Rachel en explorant plusieurs thématiques. Voilà.
Donc, pour résumer cette slide, là, on vous propose une vue à 360 de notre approche globale Total Rewards. Donc, vous voyez bien, ça repose sur un spectre très large d'avantages salariés. L'idée, c'est de vous proposer une expérience RH qui dépasse, comme vous le voyez, la seule rémunération. On a structuré avec Thibaut une proposition autour de plusieurs blocs complémentaires. Et ce qu'on vous propose, c'est de vous les présenter, de présenter ces différents leviers. Donc, à la fois la santé, l'épargne salariale, le pouvoir d'achat, la parentalité, les congés, formation et développement. On voit ici que le spectre est très large. Et on va rentrer concrètement dans chacun de ces blocs avec Thibaut. Très Tout clair. à fait. Et donc, la manière dont on a structuré un peu ces avantages, c'est de commencer déjà par des avantages qui sont très financiers, qui sont assez palpables, en fait, financièrement parlant, qu'on peut retrouver notamment sur notre fiche de paye. Et donc, ces avantages, vous les voyez ici, on en a un certain nombre qui touchent directement au pouvoir d'achat. Et un pouvoir d'achat immédiat, c'est-à-dire qu'une fois qu'on les a obtenus, on peut en bénéficier. Donc, on a finalement des avantages ici qui sont quasiment devenus une norme, notamment pour les salariés. Je pense au titre restaurant, à la mobilité, donc l'abonnement transport en commun, mais également les titres cadeaux, les titres culture. C'est des avantages qui font partie du quotidien des salariés. Ce que je voulais dire ici, c'est que c'est des avantages qui sont, entre guillemets, gagnant-gagnant pour l'entreprise, parce que ces avantages-là permettent d'avoir moins de charges, donc un vrai intérêt, et donc de, entre guillemets, payer moins cher que du salaire, et gagnant-gagnant aussi pour le salarié, puisque c'est du pouvoir d'achat en plus qu'on peut utiliser pour des besoins qui peuvent être vraiment différents, hein. Ça va de la pause déjeuner, au transport pour se rendre au travail, au service à la personne qu'on peut utiliser pour de la garde d'enfants, pour du service à la personne comme une femme de ménage, un jardinier, etc. Voire aussi les vacances. Donc, ça couvre un spectre très large. C'est des avantages qui sont très valorisés par les salariés. Nous, chez Swile, on a de la chance dans la mesure où tous ces avantages-là, on les retrouve finalement sur l'application Swile, et en tant que salarié, on bénéficie, on a entre guillemets la primeur de tous ces avantages, et c'est une vraie chance puisque en fait, en cumulant tous ces avantages, on utilise notre carte Swile quasiment tous les jours, et pour des besoins du quotidien très différents. Donc, vraiment intéressant de pouvoir les mettre en place. C'est une co-construction entre la direction RH, la direction d'entreprise et le CSE, puisque par exemple, les titres cadeaux, les titres culture sont des avantages fournis par le CSE. Mais ça fait partie d'une stratégie vraiment globale qui met le pouvoir d'achat au centre de la stratégie. Et peut-être, Thibaut, pour compléter avant de présenter la slide suivante, peut-être en quelques mots partager l'approche travel aussi, qui aussi rentre dans ces avantages salariés chez Swile. Oui, bien entendu. Donc là, j'ai parlé d'avantages qui donnent du pouvoir d'achat en plus, mais c'est vrai qu'il y a aussi des dépenses qu'on peut avoir en tant que salarié, notamment sur des frais professionnels. Si je dois me déplacer, si je n'ai pas la bonne solution, je vais devoir peut-être avancer les frais, prendre un billet d'avion, prendre un billet de train, un hôtel, etc. Là, c'est du pouvoir d'achat en moins. Et donc, il y a des solutions, par exemple comme Swile Travel, qui permettent finalement de ne pas avancer ses frais et de conserver son pouvoir d'achat pour éviter d'avoir à avancer les frais pendant 2, 3, 4 semaines. Donc, c'est aussi ça, Swile, on est vraiment tourné autour du pouvoir d'achat et pour le conserver pour les salariés. Oui, tu veux dire que rien que le choix de la solution et le fait que, en tant que salarié, j'ai pas à faire les avances de frais parce qu'il y a un outil à dispo, forcément, ça va impacter mon pouvoir d'achat parce que, on le sait tous, c'est hyper contraignant quand tu dois, je sais pas, avancer 200 € et que tu n'es pas remboursé avant la fin du mois, par exemple. 200 €, ça peut vite avoir un impact sur le porte-monnaie pour nous tous. Donc, ouais, c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. On pense aux avantages en eux-mêmes, mais pas à l'outil qui va permettre de ne pas avoir engagé des frais, par exemple, alors que c'est, à mon avis, un gros point de douleur pour beaucoup de gens aujourd'hui. C'est ça. Donc là, on vous a présenté vraiment des avantages qui touchent au pouvoir d'achat, entre guillemets, immédiat.
Mais vous pouvez aussi activer d'autres types d'avantages qui vont adresser plutôt le moyen long terme et qui sont des avantages, alors en fonction du type d'entreprise, ils sont plus ou moins communs. Mais par exemple, pour des petites structures à taille humaine, des startups, etc., c'est des avantages qui parlent moins et qui peuvent être différenciants en tant qu'RH, en tant qu'employeur. Donc, je vais commencer notamment par la participation à l'intéressement. Ce dispositif-là, en fonction de la performance de l'entreprise, en fonction des accords qui ont été signés avec les représentants du personnel, ça peut être un vrai complément de salaire, ça peut être un vrai bonus, entre guillemets, en plus de la rémunération de base. Et ce qui est intéressant, c'est que ça favorise vraiment l'engagement collectif, puisque la participation à l'intéressement, c'est une prime sur le collectif liée à la performance de l'entreprise. Donc, c'est un levier assez intéressant à activer pour engager collectivement l'entreprise avec des indicateurs très financiers, mais pas que, hein, ça peut être des indicateurs RSE, etc. Donc, ça permet finalement d'emmener les collaborateurs vers une direction que l'entreprise veut prendre. Couplé à des plans d'épargne, ça devient vraiment intéressant parce que les plans d'épargne, donc par exemple le plan d'épargne d'entreprise, le PERCO, c'est des dispositifs qui permettent fiscalement de ne pas payer d'impôts sur des primes comme la participation à l'intéressement. Donc, quand on met en place de la participation à l'intéressement, c'est très intéressant de le coupler avec des plans d'épargne qui sont peut-être un peu techniques en tant que tels, mais bien expliqués, ça devient un vrai avantage pour le salarié. Un petit mot aussi sur le CET. Le CET, c'est le compte épargne-temps. Ça, c'est un dispositif qui est intéressant si je ne veux pas perdre 2 jours de congé, des RTT, des congés payés, etc. Je peux les placer sur un CET et ça me permet à moyen terme, long terme, d'utiliser ces jours de congé soit en argent, soit en temps, sur un congé sabbatique, sur une pré-retraite, etc. Donc, on voit que c'est des avantages à plus moyen, long terme, mais qui sont quand même très intéressants dans le temps. Et enfin, dernier petit mot sur l'actionnariat salarié. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, hein, ce n'est pas du tout l'objectif du webinaire, mais on sait notamment dans des environnements start-up que c'est les BSPCE, les AGA, enfin toutes ces actions d'entreprise pour les salariés, ça peut attirer, ça peut être un peu le buzz, tout le monde veut en avoir, etc. Ça peut faire partie d'une vraie stratégie. Attention cependant, puisque c'est des avantages qu'on récupère vraiment sur le long terme, qui nécessitent parfois de sortir beaucoup d'argent pour pouvoir les récupérer. Et donc, moi, je pense qu'il faut vraiment cibler ce dispositif sur des populations un peu clés, des talents qu'on veut sécuriser, entre guillemets, sur le long terme, mais que le donner à tout le monde, ça peut être un avantage qui n'est finalement jamais connu du salarié, puisqu'il partira avant de pouvoir les exercer. Donc, attention à cette politique autour de l'actionnariat salarié. Ça peut ne pas convenir à tous les besoins. C'est pas palpable en plus. Enfin, il y a un côté, on n'a pas vraiment conscience de l'avantage que ça représente, puisqu'on le palpe pas. Enfin, c'est pas tangible. Exactement. Et ça nécessite une éducation entre guillemets financière, connaître la valorisation de l'entreprise au moment où on les a, connaître la valorisation à l'instant T et en projeter à l'avenir. Donc, c'est effectivement assez compliqué de se projeter sur ce qu'on a concrètement. Parce qu'on a un nombre d'actions, mais on ne sait pas exactement ce que ça vaut. Donc, c'est vraiment un avantage, pour moi, réservé à des populations un peu clés. Voilà. Je te laisse, Rachel, la main sur les avantages qui sont peut-être moins financiers, mais qui ont un vrai intérêt pour les salariés. Totalement, Thibaut. Quand on parle d'avantages salariés sur tout côté santé et bien-être, on parle en réalité de leviers puissants d'engagement, de rétention et surtout de performance sociale. Alors, pour partager l'expérience SWAL, nous, on a structuré ces leviers autour de 3 piliers: la santé mentale et l'environnement de santé. Et chaque fois, on a eu le souci d'apporter une approche très concrète. Alors, sur le premier pilier, celui de la santé, on travaille avec une mutuelle, Alan. Je peux me permettre de la citer puisqu'on a une approche très complémentaire. Alan joue un rôle central auprès de nos collaborateurs. Pourquoi ? Parce qu'elle offre des garanties haut de gamme
Et puis surtout, elle apporte une expérience au quotidien auprès des collaborateurs d'utilisation qui est simple et qui est digitale. Et surtout, chez Alan, ce qu'on apprécie véritablement, c'est qu'il y a un niveau de remboursement qui sécurise au quotidien le collaborateur et sa famille. Donc, c'est vraiment un produit qu'il ne faut pas sous-estimer les mutuelles groupes sur le confort que cela procure aux collaborateurs, surtout lorsque le niveau des garanties sont remboursés d'une façon optimale. Le deuxième pilier, c'est celui de la santé mentale. Alors, on a souhaité chez Swile d'aller plus loin et de nos schémas, je dirais, classiques, légaux. Et on a souhaité travailler, développer un partenariat avec un prestataire, Moka, qui est un véritable, je ne sais pas, Naïs, si tu connais ce prestataire. Alors moi, je connais, je ne sais pas si l'audience connaît aussi, mais si je connais. En fait, c'est une prestation très complète qui tourne autour de la prévention, qui donne des programmes personnalisés et surtout des accès aux collaborateurs de séances auprès d'une équipe, je dirais, de professionnels de la santé. Donc, on peut avoir des séances autour d'un psychologue, d'un kiné, etc. Enfin bon, tous ces besoins, je dirais, médicaux au quotidien. Et ça apporte un vrai plus en termes de santé, de bien-être et donc de performance et de confort auprès du collaborateur. Et puis, le troisième pilier, c'est celui de l'environnement de santé. Alors, je vais un petit peu m'attarder sur ce pilier parce que chez nous, c'est un pilier fort chez Swile. Donc, au-delà de ce que peut connaître une entreprise dans les propositions d'une équipe pluridisciplinaire, chaque entreprise, vous savez, a sa médecine du travail, son infirmier, ses ergonomes, etc. Nous, on a souhaité d'aller plus loin dans le geste en intégrant une assistante sociale qui est dédiée pour accompagner nos collaborateurs dans leur démarche, que ce soit personnelle, administrative, professionnelle ou sociale. Alors, ce qu'on peut dire sur ce geste, sur cet accompagnement, c'est que ça enlève une charge mentale réelle pour le collaborateur, mais surtout en tant qu'expérience RH, on peut dire que c'est complet et ça devient humain. Ça, c'est très important. C'est vraiment une approche humaine complète, RH complète, qui est vraiment très appréciable. Et je dirais que notre vision du bien-être, elle va au-delà chez soi de l'ensemble de ces dispositifs. Et je dirais que notre vision, elle s'incarne dans un environnement de travail qui est pour nous un véritable levier RH, qui est stratégique et qui est vraiment à part entière. Je vais vous prendre un exemple. Nos locaux dans nos différents sites, ce n'est pas simplement des bureaux, ce sont des espaces qui sont vivants, qui sont évolutifs et qui sont porteurs de sens. Je vais vous prendre un modèle fort chez nous, c'est notre DRH et Xavier Monti qui le dit souvent. Le bureau, c'est un organisme vivant qui doit s'adapter en permanence en fonction des besoins des collaborateurs et puis des transformations des entreprises. Donc, nous, on n'a pas peur de décloisonner, de bouger au bout de 6 mois sur un site parce qu'on en a un besoin, parce qu'il y a un besoin du business ou un besoin de la personne et ça rend vraiment un lieu qui va au-delà du souci de l'ergonomie. Ce n'est pas une question de lumière, ce n'est pas une question d'assise, c'est vraiment un lieu où on veut que le collaborateur se sente bien. Qu'est-ce que tu entends par là pour qu'on comprenne bien? En fait, c'est quoi? C'est des bureaux mobiles? C'est-à-dire qu'on va régulièrement ou à des moments stratégiques bouger les gens de bureau, revoir… c'est ça? Alors, concrètement ça, c'est des aménagements de boss, mais concrètement, toi, concrètement, chez Swile,
c'est des espaces avant tout qui incarnent notre culture de convivialité. Alors, quand je te parle de convivialité, c'est par exemple, on réunit les collaborateurs autour de moments forts comme le Noël des enfants, ou encore des Rollins ou des summer parties. C'est vraiment des moments forts. Et puis, ça incarne aussi notre approche d'inclusion. On reçoit beaucoup de stages, de jeunes, pour pouvoir aussi partager notre expérience, notre vision, et puis pour pouvoir plus tard reconstruire aussi la leur. On travaille aussi avec l'Arpège, hein, c'est une association, hein, comme vous le savez, qui travaille en lien avec les travailleurs en situation de handicap. Puis plus concrètement, Anaïs, à Paris, pour te prendre un exemple, on a un endroit qui s'appelle l'Arena, qui est un lieu multifonction. Donc, à la fois, c'est un espace de rassemblement et de moments collectifs où chaque collaborateur va pouvoir effectivement recevoir de l'information. C'est avec des gradins. Ouais, alors c'est Je suis déjà venue, figure-toi. un truc de malade, en fait. Hein. Tu as des gradins. Bah là, tu n'as pas que des gradins, hein, c'est aussi, tu as une salle de sport qui est intégrée, comme dirait mon fils, pour lever de la fonte et puis faire de la masse. Voilà. Et puis, tu as également, tu peux recevoir des activités diverses et variées, du basket, du yoga, du circuit technique. Bref, tu as une palette d'activités. Chez nous, le sport, c'est notre ADN. Hein, pas avec ça. Donc, toi, ça crée vraiment une solidarité, une dynamique. Donc, c'est vraiment toi, pour répondre à ta question, c'est vraiment des bureaux qui vont au-delà, qui sont pensés choix. Et puis, pour nous, si je peux finir sur ce sujet, c'est pour nous, ça va au-delà d'une charte télétravail. La meilleure charte télétravail, c'est nos bureaux. En fait, c'est venir, partager et puis l'envie de se retrouver. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est une stratégie RH et qui est notre ADN. Ok, super inspirant. Et peut-être un petit complément de manière un peu plus générale sur les bureaux. Il y a des avantages qui paraissent évidents, mais qui ne le sont pas nécessairement. Je pense de mettre à disposition du café, des panières à fruits. C'est quelque chose que les gens consomment plusieurs fois par jour. Si on l'enlève, je peux vous assurer que les gens sont très mécontents. Et ça peut faire beaucoup plus de mal qu'une réorganisation, que des plans de transformation, etc. Le café, c'est entre guillemets un peu la base qui font que s'il n'y en a pas, les gens sont très mécontents. Donc, c'est les petits trucs aussi qui font que ça fait partie, en fait, pour nous, vraiment du package, en fait, de l'expérience collaborateur, au bureau en l'occurrence, mais c'est vraiment important. Ça fonctionne parce qu'il y a un tout aussi. Il y a la culture, il y a toutes les bases et la politique autour de la QVT notamment, et aussi des avantages que vous proposez. Parce que si je caricature un peu, mais si on prend une entreprise où il y a un climat un peu toxique, pas forcément une politique QVT adaptée, mais qu'on propose une panière de fruits, bon, on se doute bien que ça ne va pas compenser. C'est un tout, en fait. C'est une réflexion globale. C'est ça qui est important aussi peut-être de rappeler. C'est un Oui, ensemble. exactement. Et on en viendra après sur la construction de la politique. Hein. Ouais. Ce qu'on vous partage là, ce n'est pas le fait d'accumuler tous ces avantages. Hein. On sait que ce n'est pas possible. Il faut vraiment que ce soit lié à la culture et à la stratégie de l'entreprise. Et ça, vous allez l'aborder après, je pense, en parlant un peu de la partie un peu audit, entre guillemets, des populations de l'entreprise, notamment. Tout à fait. Je passe au prochain pilier, la parentalité. La parentalité, ça peut être un beau sujet. Ouais. Et d'ailleurs, ça peut être un sujet… gros sujet, j'ai dit, mais beau, ça fonctionne aussi. Ah, pardon, j'ai pas entendu. Mais ça peut être un sujet qui peut être traité un peu à la marge, notamment pour des entreprises qui se disent moi, je n'ai pas beaucoup de parents, c'est la sphère privée, ça ne nous concerne pas en tant qu'employeur. En l'occurrence, vous voyez le chiffre, il parle de lui-même, 80% des travailleurs sont soit déjà parents, soit vont le devenir dans les prochaines années. Donc, il y a un vrai enjeu en fait de prendre le sujet à cœur, d'accompagner les collaborateurs sur ce sujet-là, que ce soit en temps, en argent ou autre. Et surtout, on sait que les parents, en fait, en fonction de l'âge des enfants, ils ont des besoins très différents.
Donc, comment on peut faire en tant qu'RH pour accompagner les parents? Premier point, la naissance. On sait que c'est un moment stressant pour le futur parent. On a bien entendu en France des dispositifs légaux sur le congé maternité, le congé second parent, qui permettent de prendre le temps pour pouvoir s'occuper de son petit bébé. Mais en tant qu'employeur, pour se différencier, vous pouvez jouer à la fois sur la durée du congé maternité ou second parent, en l'allongeant. Vous pouvez aussi jouer sur la rémunération pour, par exemple, compenser tout ou partie du salaire en plus des IJSS classiques. C'est des options possibles. Si vous ne souhaitez pas jouer sur le congé en tant que tel, vous pouvez aussi jouer sur le retour au travail, qui est peut-être un peu moins impactant, mais le retour au travail, on sait que c'est un moment parfois anxiogène pour le parent. Et donc, on peut proposer un retour au travail flexible, à temps partiel par exemple, ou de le rémunérer à 100% par exemple pour s'assurer que ce soit confort. Donc, il y a plusieurs options possibles sur la partie naissance. La petite enfance aussi est un moment crucial. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place en tant qu'RH? Les places en crèche, c'est un vrai dispositif très valorisé des collaborateurs. On l'a mis en place chez Swile. On sait que c'est un enfer en tant que futur parent de trouver une place en crèche à Paris, mais pas que. Moi, j'habite à Montpellier. Ça a été aussi très compliqué de trouver une place en crèche. Mais l'entreprise peut réserver des berceaux via des réseaux partenaires pour offrir et réserver des places à leurs salariés. Et ça, c'est un vrai atout. C'est vraiment plébiscité par les collaborateurs. Et c'est, je trouve, une manière maligne de proposer quelque chose aux parents. Les jours enfants malades aussi, c'est quelque chose qui est légal, mais on sait qu'ils sont peu, donc ça dépend des conventions collectives. Mais par accord, vous pouvez aller au-delà du légal et proposer, par exemple, des jours d'enfants malades rémunérés ou un peu plus de jours par enfant, par exemple, etc. Pour que finalement, ce ne soit pas une angoisse de quitter le travail pour aller récupérer son enfant malade. D'autres dispositifs peuvent être activés. Typiquement, le CESU est un dispositif qui permet de financer des modes de garde, que ce soit la crèche, la MAM, etc. Pour les ados, le CESU peut être utilisé pour du soutien scolaire, si besoin. Ah oui. Donc, il y a des avantages qui sont très flexibles et qui peuvent correspondre à différentes typologies, entre guillemets, de parents. Sur des avantages qui sont, entre guillemets, moins financiers, mais qui peuvent être aussi activés. Un truc qu'on fait chez Swile qui peut paraître tout bête, mais les stages découvertes pour les enfants des salariés, c'est quelque chose d'obligatoire quand on est au collège. Et c'est finalement un vrai confort de savoir que l'entreprise peut accueillir son enfant sur ce stage découverte d'une semaine. Ça engage le parent parce que l'enfant découvre l'environnement de travail de son parent. Et ça engage aussi le parent qui est super content d'avoir son enfant au travail, qui découvre les bureaux, etc. Et en vrai, ça a un impact vraiment minime sur l'organisation pour l'entreprise. D'autres petites astuces que vous pouvez activer, bien entendu, il y a des communautés que vous pouvez mettre en place entre parents qui se partagent des tips, etc. Ça crée vraiment de l'émulation entre parents. Et je sais que là, on est en fin d'année, il y a des événements qui peuvent se créer. Typiquement, nous, chez Swile, pour revenir à ce qu'on fait chez nous, le Noël des enfants, c'est un événement qui est marqué dans les calendriers de tous les parents. C'est une journée ou une demi-journée dédiée aux enfants où les parents ramènent leurs enfants et les font rencontrer tout le monde autour d'une crêpe ou d'une barbe à papa. Et c'est un moment qui est vachement apprécié. Ça crée des super souvenirs pour tout le monde. Donc voilà le type d'initiatives qui ne coûtent pas forcément beaucoup d'argent, mais qui font vraiment la différence pour des parents. Sur la partie congé, Rachel ? Oui, sur le sujet des congés, il y a plusieurs leviers qui existent pour les entreprises. Alors, certaines explorent la semaine de 4 jours ou l'augmentation du nombre de CP et ou de RTT. Alors, c'est indéniable, hein, ce sont des mesures très attractives,
mais qui peuvent aussi avoir un impact sur la performance globale si elles ne sont pas suffisamment accompagnées. Il y a d'autres dispositifs côté congés exceptionnels extra-légaux, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas prévus par la loi ou par votre convention collective, mais que les entreprises décident d'ajouter pour améliorer leur politique RH. C'est des pratiques assez courantes dans les entreprises. Et puis surtout, ça a très peu d'impact sur l'organisation, mais pour le collaborateur, ça a une valeur perçue très, très forte. Donc, c'est vraiment un plus pour le collaborateur. Alors, sans vous donner une liste exhaustive et des plus usités, Thibaut en parlait, c'est notamment d'offrir en plus des jours pour enfants malades, au-delà du cadre légal. Mais on trouve aussi dans d'autres entreprises comme l'octroi de jours pour déménager, ou encore des journées dites de solidarité. On accorde du temps auprès d'une association. Ça peut être, je reprends aussi le cadre que tu discutais, le sujet que tu discutais sur la parentalité, des journées pour des rentrées scolaires. On sait que c'est un événement assez conséquent, preneur de temps. Bref, il y a beaucoup de jours que l'on peut actionner comme ça supplémentaires et qui sont vraiment un plus vis-à-vis des collaborateurs. Alors, chez Swile, pour parler de l'expérience Swile, on a choisi d'aller plus loin avec 2 initiatives structurantes. D'une part, on a mis en place un dispositif de don de jours. Je ne sais pas si vous connaissez ce dispositif. Il est chez nous concrètement assez simple. Lors de campagnes d'appel à dons, chaque collaborateur peut offrir ses jours de repos non utilisés à un autre collaborateur qui traverse une situation difficile. Alors, ça peut être un enfant gravement malade ou encore un proche en situation de handicap ou un parent âgé en perte d'autonomie. Alors, ce dispositif qui est anonyme pour celui qui donne et qui est celui qui reçoit, ça permet aux collaborateurs de disposer de temps supplémentaire sans perte de salaire et surtout, cela crée une chaîne de soutien très concrète entre les collaborateurs. Ça, c'est un dispositif qui a le mérite d'être présent et qui est vraiment un apport plus dans les situations, je dirais, que le collaborateur peut rencontrer dans son quotidien. Et puis, d'un autre côté, autre dispositif, dans le cas de notre charte handicap et proches aidants, on a souhaité aller au-delà du cadre légal en octroyant 4 demi-journées par an dédiées aux collaborateurs qui sont concernés, notamment pour se rendre sur des rendez-vous médicaux ou administratifs. Alors, cette mesure de jours supplémentaires, elle s'ajoute pour nous avec d'autres mesures comme des aides financières ou encore des aménagements du temps de travail ou encore des aménagements de poste. Ça le mérite, l'objectif il est assez simple à travers ces jours, c'est de lever les obstacles du quotidien, puis c'est permettre à chaque collaborateur de concilier sereinement sa réalité personnelle avec sa réalité professionnelle. Ce qu'on peut relever, c'est qu'il y a le cadre légal, mais après, il y a aussi le choix de l'entreprise d'aller au-delà et de proposer plus que ce que le cadre légal impose. C'est ça que je trouve aussi intéressant. Peut-être que dans l'audience, je suis un peu curieuse, mais j'aimerais bien avoir un peu vos retours, vos réactions, à savoir si dans vos propres entreprises, il y a des initiatives comme ça, comme celle que vient de citer Rachel, notamment sur le don de jour. Est-ce qu'il y a des initiatives un peu inédites qui sortent du cadre et de ce qui est imposé? On vous lira avec attention. En attendant, on va pouvoir avancer sur un dernier avantage, et pas des moindres, puisqu'on va parler formation. Thibaut? Oui, tout à fait. Pour finir un peu notre tour d'horizon des avantages, on finit par la formation. La formation,
c'est un avantage. Enfin, ça peut justement ne pas être perçu comme un avantage, mais juste comme une politique RH classique. En l'occurrence, deux chiffres ici. Le premier, 7 collaborateurs sur 10 prétendent que la formation améliore leur sentiment d'appartenance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les collaborateurs, ils rentrent dans une entreprise non seulement pour la rémunération et les avantages, mais pas que. Ils viennent aussi dans une entreprise pour faire une expérience, développer leurs compétences et grandir. Et donc, c'est un enjeu clé pour les salariés. Ils ont besoin d'avoir des dispositifs de formation qui répondent à leurs besoins. Et d'un autre côté, on a les entreprises qui investissent beaucoup dans la formation. Donc là, vous avez un chiffre qui concerne plutôt un milieu de jeunes entreprises à taille assez, on va dire, modérée, plutôt PME, 1 000 € par an par salarié, le budget médian. Et sur des plus grosses entreprises, je pense que ce chiffre va au-delà. Tout ça pour dire que du coup, c'est un enjeu majeur d'un côté du collaborateur et de l'autre côté de l'entreprise. Donc, il y a un vrai enjeu de bien communiquer et de valoriser la formation dans le cadre d'un package salarial. Et donc, je pense qu'il faut le présenter dès le départ comme un élément du package, puisqu'au final, l'entreprise aura des meilleurs salariés, entre guillemets, parce qu'ils sont bien formés, et le salarié lui-même sera meilleur en tant que personne, puisqu'il aura développé ses compétences, il pourra les mettre à profit de son entreprise et peut-être même ensuite ailleurs dans une autre entreprise. Oui, c'est bon pour sa propre carrière et son employabilité au sens large. Tout à fait. Et donc, pour moi, ça fait vraiment partie du package du salarié. Alors, du coup, on a deux petits retours. Geneviève qui dit que chez eux aussi, ils ont le don de 2 jours. Et puis Anthony qui nous dit on a 3 jours zen pour des projets personnels. C'est intéressant ça. J'avais déjà vu des initiatives comme ça. Je ne sais pas si ça vous parle, d'entreprises qui vont par exemple donner une journée par mois pour aller faire du bénévolat. Vous avez déjà vu ce genre d'exemple? On en voit un peu plus ces derniers temps, je trouve. Je trouve ça intéressant. Et aussi des jours, pourquoi pas, pour aller travailler sur son side project, développer sa micro-entreprise. Je trouve ça intéressant. Parce qu'on pourrait se dire, mais c'est risqué pour l'employeur parce qu'il est en train de guider son salarié vers la sortie. Mais en fait, non, pas exactement, parce que d'une certaine manière, l'employé se sent aussi respecté, reconnu. Donc en fait, non, on peut le voir aussi différemment. Ça fait du bien à la marque employeur globale pour l'employeur finalement. Oui, bien sûr. Le jour de solidarité, Rachel en a parlé rapidement. On l'a mis en place chez Swile et on travaille avec une entreprise qui s'appelle Vendredi qui met en relation le salarié avec des associations pour pouvoir passer une journée et mettre à dispo ses compétences. Sur l'exemple des jours pour des projets entre guillemets personnels, il y a des exemples un peu symboliques. Typiquement, Google a mis en place cette initiative il y a déjà bien longtemps pour permettre aux gens de travailler sur un projet perso. Et c'est comme ça que Gmail est né. Gmail, l'outil de messagerie, est né d'un projet intrapreneurial, si je ne me trompe pas, où des gens travaillaient sur une innovation en interne et qui a ensuite été commercialisée en tant que produit par Google. Donc, finalement, on a l'impression que ça peut être des projets personnels, mais qui peuvent aussi profiter à l'entreprise. Bien sûr. Ouais. Très, très intéressant l'exemple de l'intrapreneuriat. Ouais, chouette. Et du coup, on y vient. Vous l'avez évoqué un peu tout au long de ce bonne première partie, j'allais dire, de webinaire, avec notamment le fait de, avant de se lancer, de se dire je vais donner plein d'avantages, bam, 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 bam. Faut d'abord se poser, je pense, et vous allez nous guider sur ça aussi. Totalement, Anaïs. Alors, construire une politique d'avantages, c'est pas qu'empiler des dispositifs. C'est d'abord définir une stratégie globale, cohérente, avec les enjeux de l'entreprise. Quand on parle d'enjeux d'entreprise, c'est d'abord définir les enjeux RH. Je pense, on est convaincu que la politique d'avantage, elle doit répondre avant tout à une problématique business claire. Qu'est-ce qu'on se souhaite? Est-ce qu'on veut attirer? Est-ce qu'on veut fidéliser? Est-ce qu'on veut engager?
ou soutenir le pouvoir d'achat, voire même les 4. Voilà. C'est ce que j'allais dire. Les Ah, 4 même les également. 4, voire même plus, si on peut en rajouter. En tout cas, derrière tout ça, c'est qu'est-ce qu'on se souhaite, quel est notre enjeu global. Parce qu'un avantage bien pensé, ça peut réduire le turnover, augmenter l'engagement, renforcer la performance collective. Bref, c'est un véritable vecteur d'image pour l'employeur et pour la RH. Ensuite, faut connaître sa population. Ça commence par une écoute active. C'est comprendre les besoins réels des collaborateurs. Les attentes seront différentes selon les métiers, selon les âges, selon les rythmes de vie. Les équipes tech n'auront pas les mêmes attentes que les forces commerciales, ni même les fonctions support, ni même, en reprenant l'exemple de Thibaut, les jeunes parents, ils n'auront pas les mêmes attentes que les seniors, ou voire les juniors qui rentrent dans une vie active. Bref, tout ceci pour vous dire que c'est un sujet d'adapter, de segmenter, de personnaliser. En fait, la clé, c'est de créer de la valeur perçue sur ces sujets-là. C'est également avoir une approche marketing RH. C'est comme un produit. On définit des personas et on pense expérience utilisateur, c'est-à-dire d'avoir le bon avantage. Le bon avantage, c'est celui qui est simple, qui est fluide, qui est compréhensible, c'est-à-dire celui qu'on utilise concrètement au quotidien. Pour partager chez Swile, on va jusqu'à tester nos produits en interne avant de les lancer. C'est comme un laboratoire vivant. Ça permet d'ajuster, d'améliorer et puis, in fine, de garantir une adoption maximale. Et puis, le dernier point qui est important, il faut déployer progressivement. L'erreur, ça serait de sortir tout en même temps. Une politique d'avantage, ça gagne à être progressive, à être évolutive. On lance un dispositif, on observe, on mesure l'usage, son impact, puis on s'adapte. Cette progressivité dans la mise en place des avantages, ça permet d'assurer une cohérence, une lisibilité et puis surtout, toute boîte connaît ça, la maîtrise de son budget. En un mot, je dirais, c'est tout repose sur la stratégie, la segmentation, l'expérimentation et puis piloter. Puis ça, Thibaut connaît très bien le pilotage côté data et c'est son métier. C'est ainsi, je pense que co-construire, c'est une politique d'avantage, ça devient un avantage concurrentiel RH. Là, je me fais un peu l'avocat du diable, mais je me dis, je pense à l'audience qui nous écoute, et puis peut-être que vous, ça vous parlera aussi, mais moi, je me dis, si je suis RH, waouh, je dois mener ça tout seul. C'est une lourdeur de plus dans mon quotidien de RH, mais justement, ce n'est pas un projet où on est seul. Non, Anaïs, ce n'est pas un projet où on est seul, bien au contraire. Une politique, ça se co-construit, ça ne se décrète pas. Et cette co-construction, en fait, elle repose sur 3 piliers clés. Le premier pilier, je crois le plus important, c'est l'impulsion du dirigeant. Une politique d'avantage n'a de sens que si elle est portée en haut, alignée avec la vision de l'entreprise et puis surtout avec tout ce qu'on vient de vous partager, qu'elle soit cohérente avec l'ADN de l'entreprise. Chez Swile, alors c'est très clair. Nous, notre impulsion, elle est portée par notre CEO Loïc Soubéran, qui donne une direction très forte. Il a une exigence d'expérience collaborateur et puis sa vision aussi de ce qu'on vient de partager, de bien-être avec les locaux, etc. Et sa performance sociale, ça structure notre approche. Donc, ça devient un leadership qui rend la politique d'avantage qui est lisible pour tous les collaborateurs, légitime et ambitieuse.
Ça, c'est vraiment quelque chose, je dirais que c'est un chapeau essentiel. Un chapeau essentiel. Le deuxième pilier, c'est celui de la voix des collaborateurs. On ne construit pas des avantages dans un bureau ou avec un audit, etc. On les construit avec ceux qui vont les vivre au quotidien. Comment ça se fait? Ça se fait normalement dans toute entreprise par des sondages. Ça peut être aussi des ateliers, des retours des managers, ne pas sous-estimer, Anaïs, le rôle qu'a les équipes avec le management, nos équipes HRBP, qui sont là effectivement au quotidien auprès des RH pour faire les signaux faibles du terrain, et puis ça permet effectivement de construire. Et puis le troisième pilier, pour moi, c'est le dialogue social. Alors, Anaïs, j'en parlerai des heures parce que je suis une passionnée. Moi, je suis personnellement convaincue, que les instances représentatives du personnel sont un partenaire stratégique. Les moments forts comme la NAO, la négociation annuelle obligatoire, ça permet de co-construire un package global cohérent. Mais ça ne suffit pas. Il faut que cet échange tout au long de l'année se fasse avec les élus. Ça se passe gros moment, comme vous le savez, avec les consultations sur les orientations stratégiques, sur la situation économique, sur vos politiques sociales, voire même les projets d'organisation. Tout ceci, ça offre des points d'appui pour consolider et ajuster la politique davantage. Un dialogue, pour moi, mais je suis convaincue, qui est solide, transparent, c'est ce qui garantit une politique davantage qui est saine, qui est durable et qui est alignée avec la réalité de l'entreprise. Alors, et si je résume tout ceci, la co-construction, une politique davantage performante RH, c'est le résultat d'un leadership clair, d'une écoute terrain active et puis d'un dialogue social exigeant. C'est la clé. C'est beau. C'est bien fait. Alors, pour vous mettre, on devrait faire un sujet entier sur le dialogue social. Mais pour mettre encore un peu à contribution, vous qui êtes en train de nous écouter attentivement, on vous voit connecté toujours. Tout ce que vous avez partagé là, ça aide quand même à bien comprendre que la rémunération, c'est pas qu'une question de salaire fixe. Et il y a tout ce qui accompagne et constitue ces avantages qui forment ce package. Et on se rend bien compte en voyant tout ça, on se dit ok, effectivement, je suis convaincue, c'est pas que la REM fixe, d'accord. Mais moi, je serais curieuse, selon vous, dans vos propres entreprises, à votre avis, quel pourcentage de salariés connaissent la valeur pécuniaire de leurs avantages? Parce que finalement, c'est ça aussi tout l'enjeu. Parce que ok, on prend conscience que le package de rémunération, c'est pas que le fixe, mais est-ce qu'on communique bien dessus? C'est ça aussi l'enjeu et on va le développer juste après. Mais c'est la clé finale, entre guillemets, pour qu'on... Parce qu'il y a un enjeu interne et à la fois externe aussi, en termes de communication externe, pour attirer et à la fois pour fidéliser à l'interne. Parce que demain, j'ai un salarié qui s'en va et qui me dit j'ai une proposition ailleurs, c'est mieux payé. Oui, mais c'est le fixe qui augmentait, mais quid des avantages finalement? Parce que ça se trouve... Si on calcule tout, au final, il serait peut-être mieux payé en restant chez son employeur qu'en partant chez l'autre qui propose un fixe plus élevé. Alors, sur ce sondage-là, pourcentage de salariés qui connaissent la valeur pécuniaire de leurs avantages, on a une grosse majorité qui nous dit 30%. Pas peu surprenant, j'imagine. Je pense qu'on est sur cette tendance-là. On est à 40%. 40%. Mais que ce soit 30 ou 40%, on voit qu'il y a un enjeu à communiquer, à bien expliquer ce que valent ces avantages et à le communiquer au bon moment déjà. Ça peut, j'ai l'impression d'enfoncer une porte ouverte, mais communiquer au bon moment, c'est quoi? C'est pendant les temps forts. Et je pense notamment dès le recrutement. Ça se joue dès le recrutement. On sait qu'il y a une concurrence pour attirer les talents.
Un chiffre qui n'est pas sur la slide, mais que j'ai en tête, 37% des candidats ont déjà refusé une offre parce que les avantages ne correspondaient pas à leurs attentes. Ça veut bien dire que dès le recrutement, il faut pouvoir communiquer sur le package d'avantages au-delà de la rémunération. Et ça veut dire en amont, former les recruteurs. Former les recruteurs pour qu'ils aient le bon discours pour vendre, entre guillemets, ce package d'avantages. Ça, c'est le premier point. L'autre temps fort, c'est l'onboarding. L'onboarding des nouveaux. Alors, chaque entreprise a son parcours un peu de formation et d'intégration. Nous, chez Swile, c'est une conviction forte parce qu'on est aussi, c'est notre cœur de métier, les avantages salariés. On ne pouvait pas s'empêcher d'avoir une session dédiée à nos avantages dès le premier jour de formation. Donc, c'est simple, les gens arrivent chez Swile, ils récupèrent leurs ordis, ils récupèrent leurs accès au système d'information. Et la session d'après, c'est une session tournée sur les avantages. Pour qu'ils aient une vue à 360, ça permet aux salariés déjà de connaître, d'avoir une vue globale de tout ce qu'ils pourront avoir en tant que salariés. Mais c'est surtout que parfois, le besoin, il est immédiat. Il est immédiat parce que le midi, j'ai ma pause déjeuner, donc je serais content de profiter de mes titres restaurants. Le soir même, je peux avoir un pépin et donc j'ai besoin d'une mutuelle et d'être couvert immédiatement. C'est dès le début qu'il faut présenter sa politique d'avantage. Ça peut paraître aussi évident, mais lorsqu'on met en place des nouveaux avantages, c'est hyper important de communiquer. Sinon, ça fait l'effet d'un pétard mouillé et on peut ne même pas savoir que ça existe. Et au moment opportun, c'est, par exemple, je prends la participation à l'intéressement. Généralement, un versement, il a lieu aux alentours d'avril-mai. Ça ne sert à rien de communiquer sur participation à l'intéressement au mois de janvier ou au mois de juillet. Il faut vraiment communiquer au moment où l'action se fait. Et donc, là, mettre en place un petit webinar, une communication écrite, essayer de varier les formats pour que ce soit vivant, mais en tout cas, communiquer vraiment au bon moment. Le deuxième point qu'on voulait partager, c'est diversifier les formats. Donc, le format webinar, comme on le fait aujourd'hui, il est intéressant parce qu'il permet vraiment de creuser un sujet vraiment en profondeur, d'avoir des échanges aussi avec les salariés, des temps de questions-réponses pour bien approfondir. C'est important de les faire, mais ce n'est pas suffisant. Moi, je pense qu'il faut vraiment aussi avoir des supports un peu asynchrones qui permettent aux collaborateurs de s'y référer au bon moment. On sait que les avantages, finalement, ils sont consommés de manière très différente d'une personne à une autre. En fonction de leurs besoins, ce n'est jamais au même moment. Et donc, le fait de pouvoir avoir un endroit central où se référer et avoir toutes les informations nécessaires, c'est hyper utile. Je prends typiquement le congé maternité, on ne tombe jamais enceinte au même moment. Donc, c'est vraiment le besoin est différent en fonction du collaborateur. Et autre point, Juste petite parenthèse, Thibaut, il te reste 2 minutes pour nous parler du BSI, je crois. Oui, le BSI. Donc, très rapidement, je voulais en parler parce qu'il y a une manière très générale de communiquer sur les avantages. Mais ce qui a vraiment beaucoup d'impact, c'est de le faire de manière individualisée. Et comme je le disais, les avantages, ils sont très liés à la personne, à la manière dont chacun les consomme. D'avoir une communication personnalisée, individuelle, ça a énormément d'impact et ça permet en fait au salarié de voir tout ce qu'il a pu bénéficier. Et il y a 2 manières de le faire. Soit on le fait de manière quotidienne, finalement, avec des solutions qui valorisent les salariés. Je pense par exemple, nous, à notre application Swile, on a la chance d'avoir tous ces avantages sur une application et on voit en temps réel ce dont on a bénéficié, ce qu'on consomme. Donc, en fait, au quotidien, on a l'impression de vivre avec ces avantages et d'en profiter. Et donc, à titre individuel, c'est bien ça. À titre individuel. Donc, ça, c'est vraiment une manière quotidienne de voir tout ce qu'on peut bénéficier. Et après, il y a une manière un peu plus formelle, plutôt sous forme de rétrospective qui peut être faite. C'est le fameux BSI, le bulletin social individuel, qui est assez commun dans des grosses entreprises, mais qui l'est moins pour des structures plus petites. Et donc là, c'est vraiment l'idée de le faire, par exemple, une fois par an à la fin de l'année, de montrer tout ce que l'entreprise a investi pour le collaborateur et tout ce qu'il a pu percevoir au-delà de la rémunération brute et des avantages très financiers. C'est vraiment une manière consolidé de voir tous ces investissements. Et donc, je trouve que ça a un impact très fort. C'est un peu comme les communications Spotify ou SNCF qui racontent un peu le récap de tout ce qui s'est passé
l'année d'avant, là, on l'a sous forme de BSI et les avantages salariés. Intéressant. Et là, ils prennent vraiment conscience de leur rémunération globale et pas que le fixe. Tout à fait. Tout à fait. Ça tombe bien, on a fini notre présentation. J'espère que ça vous a plu et qu'on vous a donné les bonnes astuces. Nous, ce qu'on voulait dire, c'est qu'en tant que RH, avec Rachel, on serait ravis de pouvoir échanger avec certains d'entre vous si vous voulez creuser certains sujets, certains avantages. Et si vous avez aussi des questions sur notre application Swile, je ne veux pas faire le commercial de Swile, je ne le suis pas et je serais très mauvais pour le faire. Mais en tant que RH, on a une super app qui permet de regrouper plein d'avantages. Donc, si vous voulez aussi creuser ce sujet, on est à dispo et on pourra vous mettre en relation avec les bonnes personnes chez Swile. Voilà. Très bien, c'est parfait. Alors, je n'ai pas forcément vu de questions rester en suspens. Il y a juste Isabelle qui a demandé qu'est-ce que vous pensez du flex time? Ça vous parle? Le flex time? Flex time. Isabelle, si tu peux préciser ta pensée, si le flex time, c'est peut-être la manière d'organiser un peu ses journées, j'imagine, un peu comme on le souhaite, peut-être lié au congé illimité, etc. c'est du surplus. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, du fait de sortir du cadre légal et de proposer des initiatives inédites. Pourquoi pas? Oui, c'est ce qu'a dit horaire souple. Tout dépend des organisations et ça dépend aussi du contexte. Il y a plein de paramètres à prendre en compte. Oui, exactement. Oui, exactement. Des besoins, de l'activité. Horaire souple, ça passe effectivement après sur un jeu assez collectif. Il faut voir effectivement les attentes derrière tout ceci. Donc, ça peut être un levier. Ça peut être un levier dans les entreprises, effectivement, qui pourraient répondre à cette adaptation. Écoutez, je pense qu'on est arrivé au bout de ce webinaire. En tout cas, merci à vous deux pour votre présence. Je pense que ça a permis de voir vraiment faire un vrai tour d'horizon de tous les avantages possibles et de comment construire son package pour gagner en engagement et en attraction aussi. On touche l'interne comme l'externe. Je vois des messages qui s'affichent. Vous avez été très, très attentifs aujourd'hui dans l'audience. Merci pour votre présence. Je vois des merci qui s'affichent. Je pense que vous avez fait l'unanimité avec votre partage aujourd'hui. Merci à vous deux. Merci, ça fait plaisir. Super. Et moi, je vous retrouve dès ce jeudi, puisque ce jeudi, on se retrouve sur une nouvelle édition où on parlera de l'outil, de la fiche de paye comme outil de communication. Voilà, si le sujet vous intéresse, rejoignez-nous. Et on vous dit à très bientôt. Merci Anaïs. Merci à tous. À bientôt. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.